Now we're on Black Bay and we're heading for the junction of the Byron River and the Petawawa. So beautiful here. Skip Ross est né à Algonquin et né sur les rives de la Petawawa il y a plus de 80 ans. Au cours de sa vie, il a assisté à la transformation de la rivière des Outaouais. D'ancienne voie commerciale des peuples autochtones, elle est devenue un système riverain en proie à la puissance du secteur industriel et à la croissance de la population. When I was a boy, growing up, there was a lot of nothing here that's here today. It was beautiful, it was pristine. We drank the water straight from the Petawawa River. Then we had paper mills not 20 miles from my house down on the Quebec side. That starts to ruin the quality of the water. Then they put the big hydro dam up at Deswisha, and that really made it bad. And then in 1945, they put in atomic energy, and that did it. You know, that ruined the water totally. I'm 80 years old, and 65 of my years have been spent on this river. I try to protect it as much as I can, and I think I'm fighting a losing battle. Jusqu'à l'intervention des humains, l'écoulement naturel de l'eau régnait sur le paysage. L'eau se frayait un chemin vers l'océan et formait un écosystème parfaitement équilibré, de ruisseaux de montagnes, de rivières sauvages, de terres inondables, de milieux humides et d'estuaires. C'était un environnement parfait pour la vie. L'accroissement des populations humaines entraîne des besoins en énergie et en prévention des inondations et donc la perturbation de l'écoulement naturel de la rivière. Men have built a dam to harness the river's power to their machines, and the river now strains against the man-made piers that hold it back. The strength of 500,000 horses suddenly checked after wearing away the rock since time was young. Pas moins de 19 barrages divisent la rivière des Outaouais, avec des impacts environnementaux ressentis depuis sa source jusqu'à sa confluence avec le fleuve Saint-Laurent. Alors, l'impact au niveau des barrages peut être multiple. On pense entre autres sur les populations de poissons. On voit un fractionnement d'habitat, par exemple, sur des espèces comme l'esturgeon jaune. On peut également avoir directement des problématiques au niveau des frayères de certaines espèces. On pense par exemple à la truite grise ou le touladi, qui, lorsque les niveaux du barrage sont maintenus à l'automne très hauts, occasionnent des problématiques lorsqu'elles fraient et ensuite de ça, les frayères sont détruites, causant des problèmes de population quand même significatifs au niveau du bassin versant. Au niveau des impacts du barrage, on a aussi tout un apport de sédiments occasionné par l'érosion qui se crée sur les berges du lac, qui occasionne énormément de problèmes de pollution au niveau des apports de sédiments, mais également au niveau des apports d'éléments nutritifs. Finalement, au niveau des grands barrages, on se retrouve avec une zone où on élimine la zone de transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Donc, tout un habitat aquatique très important au niveau de plusieurs espèces de poissons, mais également plusieurs autres espèces qui vont utiliser ces zones de transition-là pour leurs habitats normaux. L'une des victimes de l'énergie hydroélectrique est l'emblématique anguille d'Amérique, une espèce de plus en plus menacée. Leur voyage le long de la rivière des Outaouais s'échelonne sur plus de 1200 km. Bien que la surpêche contribue à leur déclin, on ne peut nier que de bloquer leur route de migration a un impact énorme sur leur disparition. At one time, the eel here was so plentiful, you could pretty near walk across the river on top of them. And that was a great spiritual food, medicine, among other things, with the Algonquin people, with most First Nation people. And now there's species at risk. You can't catch an eel in the Petawawa River. In the last 50 years, we've seen a 99.2% decrease in the number of eels in the St. Lawrence River system. They have essentially vanished and they're not returning. So this decline should be sending us a message that in fact there's something not right about freshwater river systems. Dr. John Castleman est décidé à surmonter ces obstacles et il fait campagne pour installer des échelles à poissons afin d'aider l'anguille à rejoindre l'ensemble de ses habitats. Eels swim in the current until they get to a backwater area. And of course they rest in the backwater area and they're trying to seek out seepages.
And of course, if you look at the dam up here, they're going to come up against the dam and they're going to accumulate here, and this is a seepage. So they'll actually come up this particular artificial flow. And they just kind of move their bodies up between yeah, the they pipes? actually just entwine their bodies around the tube, and it's been quite a successful type of ladder, actually. Malgré toutes les conséquences négatives manifestes, on ne peut nier que les barrages ont aussi des effets positifs sur l'environnement. Nous avons tous besoin d'électricité et les stations hydroélectriques du bassin versant de la rivière des Outaouais génèrent plus de 4000 MW d'énergie propre pour l'Ontario et le Québec. C'est plus de 1 million de dollars en électricité sur une base quotidienne pour nos maisons et nos communautés. À défaut d'utiliser ces ressources renouvelables, Ottawa serait confronté à toutes les répercussions des énergies fossiles polluantes. Doug, tell me why hydroelectricity is so important to our society and why we have so many of these dams spread out across North America. Dams have been part of human development for thousands of years. They are built for providing a reliable source of drinking water, irrigation water, industrial water supply. They also used for flood control, and they're also used for recreational purposes as well. Hydropower is just one of the additional features that a dam gives. Basically, a dam simply impounds water and creates what we call head. It's just elevation, and that elevation is potential energy. And that energy, when the dam is opened, the turbines are open, it flows through, turns a runner, what we call our turbine. Those turns, they turn a shaft, which turns a generator, which then produces electricity. It's as simple as those experiments we've done in elementary school. That's one of the beauties of hydropower, is it's reliable. And there's no emissions, no gases, nothing else. So what is the concern that people have for river ecology downstream from dams? So the concern with dams is the impact that the hydropower operation has on fish that are moving downstream. As they move through the turbines, some of those fish are struck by the turbine blades and they do sustain some level of injury. Sometimes they are killed. In Canada, we recognize that there is concerns about the endangered American eel. We have an American Eel Research Center that is co-sponsored by power companies here in Canada. They are collaboratively working to find solutions to protect eels at hydropower projects. One of the things we're working on at the Electric Power Research Institute is a new fish-friendly hydropower turbine. This is the model of the turbine we are working on. It basically rotates, and as it rotates, it turns the generator up above, and that produces the electricity. We have reduced the number of blades, we have reduced the speed at which the turbine operates, and we've also made the edges on them much fatter, so when they do strike fish, there's less chance of injury. Mais les poissons et les anguilles ne sont pas les seules victimes de la construction des barrages. Malgré l'incidence positive de l'énergie propre, la modification du cours naturel de la rivière a des conséquences immenses. En amont des barrages, des habitats entiers sont inondés. En aval, les importants déversements d'eau intermittents abîment le lit de la rivière. Il en résulte un déclin généralisé de la qualité de l'eau. Mike O'Malley m'a conduit vers les milieux humides d'Appleton pour me montrer les répercussions concrètes de notre besoin d'énergie. Welcome to the Appleton wetland. But it's changed a lot, right? I mean, to me, this is beautiful, but it must have been a whole lot more beautiful before. Wetlands are very sensitive to water level change, and what we've experienced here is probably a 10-centimeter change in water levels. And as you can see, looking up, we have lost the tree canopy. This was a soft maple swamp. They're rare, and this particular one was about 6,000 acres in size. And because of a hydro developer downstream choosing to raise water levels an insignificant amount for financial gain, we have lost this entire ecosystem. So what you're seeing now is the death of a soft maple wetland. Should we go further? Yeah, let's have a look. What is the community doing? Are people in your community upset? Outraged. This is a community resource that's treasured, and we have a hydro developer that won't talk to the community. They're not from here, they don't care. Is there a way to have both hydropower generated in the village and a thriving wetland? Because 6,000 acres is pretty significant. It'd be a shame to lose it. Small changes in the water management plan would allow hydro to be produced, but would still allow the wetland to thrive. We just have to find that balance. I want 10 centimeters of water level reduction for the 10 critical weeks of the summer period when these trees need to grow. Every year. Every year. And that's all it'll take? That's all it'll take, and that'll give us our soft maple swamp back.
Au niveau hydroélectrique, c'est certain que la production hydroélectrique, comme on l'a actuellement, au niveau des barrages et tout ça, a probablement une trace environnementale beaucoup plus faible que, par exemple, des productions au charbon ou d'autres types de production. Ceci étant dit, est-ce qu'on peut faire une gestion adéquate de nos barrages pour permettre un impact minimum sur les populations de poissons, mais également sur les communautés qui vivent dans des endroits en périphérie des grands barrages? Comprendre que les besoins des rivières sont aussi importants que les nôtres est le premier pas vers un écosystème sain et résilient. Mais la voie à suivre nécessite aussi que les instances publiques et privées fassent preuve de leadership en proposant des technologies innovatrices qui permettent le passage des poissons. Il faut du courage politique pour trouver les moyens d'à la fois protéger la santé de l'écosystème et produire de l'énergie. Enfin, il faut que le public se mobilise pour provoquer un changement plus rapide. Do you think it's possible for us to generate hydropower on rivers and protect the endangered fish and the river ecology? Can we have both, or do we have to choose? I believe that research has shown that there are technologies, there are approaches that we can accomplish both. We can maintain production of electricity at the same time protecting fish that are moving downstream. Des actions concrètes qui peuvent être faites, il y en a déjà qui, pour la modulation au niveau des barrages, il y en a déjà qui sont mises de l'avant. On pense entre autres au réservoir Kipawa, où il y a des actions qui sont faites pour maintenir les populations de poissons en ayant un niveau adéquat des eaux. There is no doubt about it that the dams are very important to us, right? They're generating carbon neutral energy, it's heating our homes, our schools, and we need these dams. However, they don't need to compromise our biodiversity, and there's ways that we can manage these dams to provide a healthier Ottawa River. Il est trop tard pour revenir à l'époque où les rivières coulaient librement. Notre société dépend maintenant de nos barrages pour survivre. Mais il est temps de trouver une façon de travailler avec les exploitants hydroélectriques pour préserver une rivière qui soit plus saine et plus vivante. Parce que nous en dépendons tous.